Dans le faste du mariage d'un grand industriel, il n'y eut que la fille de la femme de chambre pour entendre les cris étouffés qui émanaient du mur, et sa découverte allait anéantir à jamais cette façade immaculée. La musique était une véritable muraille de son. La fête, une marée de puissance et de fortune. Mais Chloé, 9 ans, la fille de la domestique, perçut une chose qu'aucun autre ne pouvait déceler. Non pas la célébration, mais un chuchotement désespéré provenant des entrailles du mur froid du manoir. « Aidez-moi » Pendant que le marié, Jean-Luc Duval, levait sa coupe à sa nouvelle épouse, Chloé était à genoux près d'un panneau dissimulé à peine perceptible. On la payait pour son invisibilité, mais elle venait de dénicher un enfant emmuré vivant. Et elle comprendrait bientôt que le monstre qu'il Y avait placé était la femme vêtue de blanc. Avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-moi d'où vous nous rejoignez aujourd'hui dans les commentaires. J'espère que l'histoire vous plaira. Une enfant de 9 ans fut la seule à entendre le mur sangloter. Chloé colla son oreille au papier peint de soie glacé durant les noces de l'industriel. Tous les autres n'entendaient que la musique et le cliquetis des coupes de champagne, mais elle percevait un murmure. Le volume sonore était excessif. Les notes se répercutaient sur les sols en marbre et les plafonds vertigineux du domaine de Valois. On aurait juré que le son voulait pulvériser les lustres en cristal qui pendaient tels des astres gelés. Chloé était assise sur un petit tabouret, caché derrière un épais rideau de velours cramoisi dans la grande salle de bal. Elle était menue pour ses 9 ans. Sa chevelure blonde était ramenée en une natte stricte, comme sa mère l'exigeait. Fonctionnelle. Depuis son refuge, elle contemplait la réception. C'était une houle de robes de soirée coûteuses et de smoking noirs. Monsieur Jean-Luc Duval, le grand industriel, se mariait. Une fois de plus. C'était sa 3e union. Chloé le savait pour l'avoir entendu dire par les autres employés. Sa mère, Valérie Girard, était l'une des femmes de chambre. Valérie s'agitait frénétiquement dans la salle de bal à cet instant, les traits tirés par l'anxiété, portant un lourd plateau d'argent sur lequel étaient disposés des amuse-bouches sophistiqués. Chloé aurait dû rester dans les cuisines du personnel, tranquille avec un album à colorier. Mais les cuisines étaient une étuve où flottait une odeur de crevettes bouillies. Elle s'était faufilée dehors 1 heure auparavant. Son absence était passée inaperçue. Les gens de notre condition, lui répétait sans cesse sa mère, sont payés pour ne pas être vus. Chloé excellait naturellement dans cet art. Elle étudiait la nouvelle mariée. Son nom était Sandrine Dubois. Sandrine était grande, d'une beauté statuesque, drapée dans une robe blanche qui semblait confectionnée à partir de poussière de diamants. Son rire carillonnait, tel un concert de clochettes, mais son regard restait de glace. Ses yeux, vifs et pénétrants, inspectaient la salle tel un rapace à la recherche de sa proie. Quand le regard de Sandrine effleurait les membres du personnel, son sourire se figeait. C'était une expression que Chloé reconnaissait. L'expression de quelqu'un qui remarque une trace sur un sol immaculé. Chloé ressentit une vague d'ennui familière, piquante et impatiente. Elle avait 9 ans. Le champagne et les bavardages d'adultes la laissaient de marbre. Elle quitta sa cachette derrière le rideau. La grande salle de bal était colossale, mais le couloir adjacent représentait une promesse d'évasion. Ce couloir était singulier. Sombre, il était orné de vieilles toiles lugubres dépeignant des navires pris dans la tourmente et des portraits d'hommes aux cols empesés et à l'air courroucé. La musique de la réception n'y parvenait qu'assourdie, réduite au battement lourd des basses. Chloé avançait sur le tapis de couloir, suivant les motifs avec la pointe de sa chaussure de sport. Elle se laissa tomber contre le mur, savourant la fraîcheur de l'enduit à travers le fin papier de soie. Elle songeait à son papy Pierre. Il était un vétéran. Il possédait une médaille militaire, une croix de guerre, qu'il conservait dans un coffret en bois. Il lui narrait des récits de bravoure. La bravoure, ce n'est pas l'absence de peur, lui disait-il de sa voix éraillée comme une râpe. C'est être mort de trouille et faire le bon choix malgré tout. C'est voir l'injustice et refuser de détourner les yeux. Il lui manquait. Il vivait loin, et le salaire de sa mère ne permettait pas de lui rendre visite. Elle appuya sa tête contre le mur. Gratte. Chloé se pétrifia. Le bruit était ténu, tout près de son oreille. Comme un ongle qui racle le bois. Elle suspendit son souffle. Le manoir était ancien. Sans doute des rats. Sa mère affirmait que toutes les grandes demeures en abritaient, même celles des industriels. Elle plaqua son oreille contre le mur.
Le papier peint râpait sa joue. Elle entendit de nouveau. Pas un grattement. Un son. Une voix. À l'aide. Si faible qu'elle crut l'avoir rêvé. La voix d'un garçon. Fluette, exténuée. S'il vous plaît. De l'eau. Le cœur de Chloé s'emballa. Elle scruta le couloir de part et d'autre. Désert. Le son provenait de l'intérieur même du mur. Il y a quelqu'un ? Chuchota Chloé à l'adresse du papier peint. Un hoquet étouffé lui répondit. Suivi d'un grattement frénétique, désespéré. Chloé s'approcha. Elle distingua le contour d'une des immenses et sinistres peintures. Celle-ci montrait une forêt ténébreuse. Elle paraissait peser une tonne, mais juste à côté, au ras du sol, là où la plainte de bois rejoignait le mur, elle remarqua une fine ligne sombre. On aurait dit un petit panneau, conçu pour masquer une tuyauterie ou un câblage, et repeint pour se fondre dans le décor. Il était mal ajusté. Elle s'accroupit. Ses mains tremblaient. Quelque chose n'allait pas. Elle devrait prévenir sa mère, mais sa mère était en plein service. Sa mère serait furieuse de savoir qu'elle avait quitté les cuisines. Aidez-moi. Chloé se remémora les paroles de Papy Pierre, ne pas détourner les yeux. Elle inséra ses petits doigts dans l'interstice du panneau et tira. Il offrit une résistance, scellée par une vieille couche de peinture, puis s'ouvrit avec un petit claquement sec. Ce n'était pas un panneau. C'était un simple trou, taillé à la hâte, masqué par un morceau de placoplâtre et le papier peint qui le recouvrait. Derrière, les ténèbres. Un souffle d'air froid et humide s'en dégagea, chargé d'une odeur de poussière et d'une relance acide. « Bonjour » murmura-t-elle dans l'obscurité. Ses doigts s'aventurèrent dans l'ouverture. Elle effleura des toiles d'araignée, puis la brique rugueuse. Sa main s'enfonça plus profondément, dans le vide entre deux poteaux de charpente. Ses doigts entrèrent en contact avec quelque chose. C'était tiède. C'était de la peau. Chloé manqua de crier. C'était un bras. Un petit bras décharné, couvert d'une sueur glaciale et poisseuse. Des ténèbres s'éleva un soupir, non de soulagement, mais de panique absolue. Comme si sa main était une bête venimeuse. Le bras tenta de se rétracter, mais sa faiblesse était trop grande. « Qui es-tu » halta Chloé. « Elle Léo. » Léo. La voix était saccadée. Elle m'a enfermé. Je t'en prie, j'ai soif. Léo. Ce nom était familier à Chloé. C'était le fils de Monsieur Duval. L'enfant de son premier mariage. Celui qui devait se trouver dans un camp spécialisé en Suisse. Sa mère venait de nettoyer sa chambre la semaine passée, mettant ses affaires en carton. Avant que Chloé ne puisse formuler une réponse, un son lui glaça les sangs. Des pas. Le cliquetis sec de talons hauts sur le marbre, à l'autre bout du couloir. Chloé retira sa main d'un geste vif. Elle s'écorcha douloureusement les articulations contre l'arête vive du plâtre. Une douleur fulgurante lui remonta dans le bras. Elle essaya de repositionner le panneau, mais il refusait de s'ajuster correctement. Elle le tripota, les doigts rendus glissants par la sueur froide qui avait enduit le bras du garçon. « Que fais-tu là » La voix était mielleuse, mais d'une froideur polaire. Chloé sursauta et pivota. Sandrine, la mariée, se tenait à quelques mètres. Sa robe de diamant étincelait. Ses yeux azur ne souriaient pas. Ils étaient froids et tranchants, pareils à des tessons de verre. Sandrine s'avança lentement vers Chloé. Elle n'avait rien d'une mariée. Elle ressemblait au portrait du couloir, sublime et menaçante. « Je t'ai posé une question, petite. » J'étais égaré, bredouilla Chloé. Je cherchais les sanitaires. Sandrine s'immobilisa à un pas d'elle. Chloé devait se tordre le cou pour la regarder. Un parfum puissant de jasmin, mêlé à une note amère, émanait de la femme. « Les sanitaires, dit Sandrine avec douceur, se trouvent dans la direction opposée. Tu es dans une aile privée. Tu es bien la fille de la femme de chambre, n'est-ce pas ? La fille de Valérie. Oui, madame. La voix de Chloé n'était qu'un filet. Les yeux de Sandrine examinèrent Chloé de la tête aux pieds. Son regard s'arrêta sur la main droite de la fillette. Chloé baissa les yeux.
Ses jointures saignaient, et ses doigts étaient maculés de poussière de plâtre blanche et de la crasse grise du trot. Chloé forma vivement un poing et le dissimula dans son dos. Mais Sandrine avait vu. Le sourire de la mariée était effroyable. Il dévoilait une dentition parfaite, mais n'atteignait pas ses yeux. « Sais-tu, Chloé, dit-elle d'un murmure de soie, que j'ai horreur des petites curieuses. Ma mère disait toujours que les enfants qui fouinent finissent par se perdre. Parfois, ils disparaissent à jamais. » Le cœur de Chloé tambourinait à lui rompre la poitrine. Elle pensa au garçon dans le mur, Léo. Elle revit le visage de Papy Pierre. « Sois courageuse, ma petite. » Chloé redressa légèrement le menton. Elle ne pleura pas. « Je ne fouinais pas. J'étais seulement perdue. » Sandrine la dévisagea un terrible instant. Elle la toisait comme on choisit l'endroit où poser le pied pour écraser un insecte. « Veille à retrouver le chemin des cuisines, dit Sandrine, la voix soudainement aussi acérée qu'un ordre. Si je te surprends encore ici, je ferai en sorte que ta mère ne perde pas que son emploi. Je ferai en sorte qu'elle ne retrouve plus jamais de travail dans cette région. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Sandrine tourna les talons, le froissement de sa robe évoquant un bruit de feuilles mortes. Elle remonta le couloir en direction de la musique tonitruante de la fête. Sans un regard en arrière. Chloé attendit que le son des talons se soit évanoui. Une fois seule, ses jambes se dérobèrent sous elle. Elle s'affaissa le long du mur, tombant lourdement sur le sol. Elle grelottait au point que ses dents s'entrechoquaient. Elle savait que la menace de Sandrine n'était pas vaine. Sandrine savait. Elle savait que Chloé avait trouvé le trou. Elle savait que Chloé avait touché Léo. Chloé fixa le panneau mal ajusté. Elle acquit la certitude, avec la froide lucidité de l'enfance, que Sandrine était celle qui l'avait mis là. Elle serra ses genoux contre sa poitrine, son esprit enfiévré. Pourquoi? Quelle raison pousserait une mariée à emmurer un jeune garçon? Puis le souvenir lui revint. C'était il y a 2 semaines. Sa mère, Valérie, croyait Chloé endormie sur le lit pliant de la salle de repos du personnel. Valérie s'entretenait avec Monique Leclerc, la chef cuisinière. Elle le hait, avait chuchoté Valérie, la voilasse. La nouvelle, Sandrine. Elle est le petit Léo. C'est l'éternelle histoire, avait répliqué Monique en touillant son café. Une nouvelle épouse ne veut pas de l'enfant de la précédente pour ne pas rappeler au mari son passé. Mais Jean-Luc adore ce gamin, avait dit Valérie. Du moins, avant son arrivée. Avant son arrivée, avait répété Monique. Désormais, il ne voit que ce qu'elle lui montre. Elle lui a fait croire que le garçon était instable, qu'il était en crise, qu'il nécessitait un établissement spécialisé à l'étranger. Expédier un enfant de 7 ans en Suisse, avait soupiré Valérie. C'est un crève-cœur. Le petit a pleuré sans discontinuer la semaine passée. Il m'a confié qu'il ne voulait pas partir. Il a dit que Sandrine l'effrayait. Qu'elle l'avait menacé, que s'il ne cessait pas de pleurer, elle lui donnerait un vrai sujet de larmes. Assez, avait dit Monique en voyant Chloé remuer. Chloé avait feint le sommeil. Mais elle n'avait rien oublié. Assise là, sur le sol glacial du couloir obscur, tout s'éclairait. Léo n'avait pas été envoyé en Suisse. Il était ici. Sandrine ne l'avait pas seulement écarté. Elle l'avait dissimulé, l'avait enterré vivant. La musique du mariage enfla depuis la salle de bal, une déferlante de rire et de liesse. Monsieur Duval était là-bas, trinquant à la santé de sa nouvelle femme, tandis que son propre fils suffoquait à quelques mètres de distance. Chloé examina ses jointures ensanglantées, couvertes de poussière de plâtre. Elle était la seule détentrice de ce secret, une fillette de 9 ans face à une mariée qui venait de menacer d'anéantir sa mère. Chloé se releva. Ses jambes flageolaient encore. Mais son tremblement avait changé de nature. Ce n'était plus seulement la peur. C'était de la rage. Une rage froide et implacable, héritée en droite ligne de Papy Pierre. Elle apposa de nouveau son oreille contre le mur. Léo, chuchota-t-elle, la voix basse et déterminée. Léo, tu m'entends? N'aie pas peur. Je m'appelle Chloé. Je vais te sortir de là. Aucune réponse. Rien qu'un silence terrifiant, oppressant. La respiration de Chloé était courte, saccadée.
Le silence. Le mur était muet. Avait-il perdu connaissance? Sandrine l'avait-elle entendu? Chloé pressa son oreille contre le papier peint jusqu'à la douleur. Le pouls sourd de la musique de la fête était comme le battement d'un cœur immense et insensible. Elle l'entendit de nouveau. Un frôlement, un son d'une faiblesse atroce, comme une étoffe glissant sur la brique. Il était toujours vivant. Il lui fallait de l'eau. Sa voix était comme un bruissement de feuilles mortes. Chloé se mit debout. Elle devait se rendre aux cuisines. Elle devait rebrousser chemin vers le vacarme, la foule, et la seule personne qui l'effrayait au plus haut point. Elle contraignit ses jambes tremblantes à obéir. Elle quitta le couloir sombre pour retourner vers la lumière et le bruit éclatant de la salle de bal. Elle garda la tête baissée, les jointures sanglantes enfouies dans sa poche. Elle s'efforça de se faire toute petite, invisible. Elle longea le périmètre de la salle, se dissimulant derrière une haie de grands palmiers en pot. Elle apercevait l'entrée des cuisines. C'était une véritable fourmilière. Les serveurs criaient des ordres. Les chefs en veste blanche leur répondaient. Sa mère, Valérie, en sortit en courant, le visage exsangue et moite. Valérie l'aperçut. Le visage de sa mère, déjà marqué par le stress, se décomposa. Un mélange de peur et de colère. Elle saisit le bras de Chloé, l'entraînant dans une petite niche où étaient entreposés les balais. « Chloé, que t'avais-je dit? Où étais-tu passée ?» La voix de sa mère n'était qu'un sifflement dur. « J'étais morte d'inquiétude. Je t'avais ordonné de ne pas bouger. Je suis désolée, maman. » L'esprit de Chloé cherchait une issue. Impossible de dire la vérité. La menace de Sandrine était trop tangible. « J'ai mal au ventre. Je crois que je vais vomir. » Le mensonge était parfait. Plausible. La colère de sa mère s'adoucit, laissant place à une compassion lasse. « Oh, ma pauvre chérie. » Valérie soupira. Elle repoussa une mèche de cheveux du front de Chloé. « Tu es pâle comme un linge. C'est sans doute l'odeur des crevettes. Je ne la supporte pas non plus. » Elle fouilla dans la poche de son tablier noir et en sortit une bouteille d'eau à moitié remplie. « Prends. Va à l'office. C'est tranquille. Assieds-toi. Bois. Et ne bouge plus. Tu m'entends, Chloé? Si Monsieur Dubois te trouve à rôder, je perds mon poste. Compris? Oui, maman. File. Je passerai te voir après le service du dîner. » Valérie lui donna un baiser rapide et anxieux sur le front, puis retourna au combat. Chloé agrippa la bouteille d'eau. Elle pesait le poids d'un trésor. Une culpabilité aiguë lui tordit les entrailles d'avoir menti à sa mère. Mais l'image du bras frêle et en sueur du garçon la propulsa en avant. Elle ne se rendit pas à l'office. Elle attendit que sa mère ait disparu, puis se faufila à nouveau derrière les palmiers. Elle inspecta la salle. Sandrine était à la table d'honneur, riant, une coupe de champagne à la main. Monsieur Duval la couvait du regard, un regard embué d'un amour niais. Il avait l'air d'un homme qui rêve éveillé. Chloé courut. Elle regagna le couloir sombre. Ses baskets étaient silencieuses sur l'épais tapis. Elle rejoignit le panneau. Elle l'ouvrit. L'odeur de poussière et d'angoisse la saisit de nouveau. « Léo » chuchota-t-elle, la voix chevrotante. « C'est moi, Chloé. J'ai de l'eau. » Un grattement. « S'il te plaît, je meurs de soif. » Chloé observa la bouteille, puis le trou aux bords irréguliers. La bouteille ne passerait jamais. L'ouverture était juste assez grande pour son petit bras. « Elle ne passe pas, dit-elle, la panique la gagnant. Je ne peux pas te la faire parvenir. Non, je t'en supplie, ne t'en va pas. » Sa voix se brisa de désespoir. L'esprit de Chloé s'affolait. Réfléchis. Réfléchis comme Papy Pierre. Il trouvait toujours une solution. Il pouvait réparer un tracteur avec un rien. Une paille. Il fallait une paille. Elle se souvint d'un grand distributeur de paille sur le bar, à l'entrée même de la salle de bal. Il fallait y retourner. Retourner au cœur de la fête. Elle glissa la bouteille sous sa chemise. Le plastique froid lui mordit la peau.
Elle se glissa jusqu'au bord de la salle. Le bruit avait encore augmenté. Un groupe jouait une mélodie lente et lascive. Elle vit le bar. Noir de monde. Des hommes en smoking grillaient, attendant d'être servis. Chloé se mit à quatre pattes. Elle rampa sous la longue nappe d'une table inoccupée. C'était un sous-bois obscur de pieds de chaises et de serviettes abandonnées. Elle progressa de table en table, petit spectre dans la pénombre. Elle risqua un œil. Le bar était proche. Elle voyait les chaussures des clients. Un serveur pressé passa, les bras chargés de verres vides. Il bouscula le bar, et un petit pot de paille neuve chuta du comptoir. Elles roulèrent sur le parquet lustré. « Fais chier !» jura le serveur, mais il n'avait pas le temps de les ramasser. Il s'éclipsa. Chloé bondit, agile comme un rongeur. Elle en saisit une, deux, trois. Elle les fourra dans sa poche et rebroussa chemin en rampant, de table en table, jusqu'à l'abri des palmiers. Elle courut de nouveau vers le couloir, son cœur cognant contre la bouteille d'eau. « Léo, je suis revenu. » Elle écarta le panneau. « J'ai des pailles. Je vais en passer une. Tu peux l'attraper ? » Je vais essayer. Elle guida une paille dans le noir. C'était une manœuvre délicate. Elle la poussa avec précaution jusqu'à sentir la butée de la brique. « Je ne l'atteins pas, » sanglota Théil. « Attends. » Chloé la retira. Elle assembla deux pailles, emboîtant l'une dans l'autre pour la rallonger. Elle la réintroduisit lentement, avec soin, en la faisant bouger. « Je l'ai. » Sa voix fut un sursaut soudain. « Je l'ai. » D'accord, tiens bon. Les mains de Chloé tremblaient tant qu'elle eut du mal à dévisser le bouchon de la bouteille. Elle plaça l'extrémité de la paille dans le goulot. « Ok, » murmura-t-elle. « Bois. » Elle pencha la bouteille. L'eau s'écoula. De l'intérieur du mur lui parvinrent des bruits de déglutition avide et haletants. C'était le son le plus atroce et le plus merveilleux que Chloé ait jamais entendu. Elle lui en donna le plus possible, jusqu'à ce que la bouteille soit presque vide. Un silence s'installa. « Merci », chuchota Théil enfin. Sa voix était plus assurée. Faible, mais assurée. « Léo, qui t'a fait ça ? » demanda Chloé, connaissant déjà la réponse. « C'est elle ? Sandrine ?» Sa voix était neutre, chargée d'une haine enfantine et pure. « Elle m'a mis là. Elle a dit que j'étais méchant. Que je gâchais tout. »« Pourquoi ? » souffla Chloé. « Pourquoi faire une chose pareille ? » ?»« Je l'ai vu, » dit Léo. Sa voix faiblissait de nouveau, lasse. Dans le jardin, près du pavillon de la piscine. C'était Stéphane Leroy, le pisciniste. Elle l'embrassait. Les yeux de Chloé s'arrondirent. « Je l'ai entendu, » poursuivit Léo, ses mots peinant à sortir. Elle disait qu'une fois mariée à mon père, il serait riche. Ils auraient tout l'argent et il se débarrasserait de moi. Dans ce camp en Suisse, pour de bon. Et qu'as-tu fait ? J'étais furieux. Je lui ai dit que j'allais tout raconter à papa. Que le mariage serait annulé. J'ai couru, mais elle m'a rattrapé. Elle est si forte. Elle a dit que j'étais un menteur. Que j'étais malade. Elle m'a traîné jusqu'à ma chambre. Chloé vit la scène, la mariée, si belle, traînant le petit garçon. Elle m'a conduit à mon dressing, respira Léo. Au fond, il y a un panneau pour des vieilles canalisations. Elle m'a poussé dedans. Ce n'est pas une pièce, Chloé. C'est juste le mur. C'est tout noir. Je ne peux pas me lever. Je ne peux même pas m'asseoir. Je suis juste couché sur le côté, dans le noir. Chloé sentit le mal de ventre de son mensonge à sa mère devenir bien réel. Il était enseveli. Elle m'a poussé, pleura-t-il faiblement, et j'ai entendu un marteau. Clac, clac, clac. Elle a tout cloué. De l'autre côté. Depuis ma chambre. Le sang de Chloé se figea.
Ce trou, dit-il, la voix mourante, je l'ai fait avec un vieux clou trouvé ici. Je gratte depuis. Depuis si longtemps. Je ne savais plus si c'était le jour ou la nuit. Et puis, je t'ai entendu. La musique du mariage déferla de nouveau. Une clameur monta de la salle de bal. Il devait être en train de découper la pièce montée. Chloé comprit avec une lucidité soudaine et effroyable que le but n'était pas seulement de le cacher. Sandrine n'avait aucune intention de le libérer. Son plan était de le laisser là. De le laisser mourir. Le mariage, la fête, le voyage de noces. À leur retour, il serait trop tard. Tout le monde le croirait en Suisse, un enfant difficile mais en sécurité. Léo, attends, dit Chloé, la voix déterminée. Je dois aller dans ta chambre. Je dois te faire sortir par l'autre côté. Elle est fermée, murmura-t-il. Elle a verrouillé la porte. Je l'ai entendue. Et c'est elle qui a la clé. L'esprit de Chloé fut envahi par une panique blanche. Elle n'était qu'une enfant de 9 ans. Elle ne pouvait pas forcer une porte. Elle ne pouvait pas affronter une adulte. Elle pensa à sa mère. Aux menaces de Sandrine. Puis elle pensa à Papy Pierre. C'est être mort de trouille et faire le bon choix malgré tout. Il fallait le dire à quelqu'un. Mais qui? Pas sa mère. Le personnel ne la croirait jamais. La police rirait. Il ne restait qu'une seule personne. La seule qui avait le pouvoir d'intervenir. La seule qui pourrait la croire. Monsieur Duval. Son père. Le marié. L'homme qui, en cet instant précis, trinquait à la femme qui était en train d'assassiner son fils. Chloé devait l'approcher. Elle devait s'avancer au milieu de cette réception étincelante, dépasser les sculptures de glace et le champagne, pour annoncer à un industriel que sa jeune épouse était un monstre. Chloé inspira profondément, un souffle tremblant. L'air du couloir était lourd, vicié. L'air de la salle de bal était vibrant, mais hostile, tel un océan lumineux et bruyant à traverser. Elle se tenait à la lisière du couloir sombre, contemplant la lumière éclatante. Comme à l'entrée d'une caverne donnant sur une forêt en flammes. Elle pensa à sa mère. Au visage de Valérie, blême de fatigue. Si je te surprends encore ici, je ferai en sorte que ta mère ne perde pas que son emploi. La voix de Sandrine était un venin froid dans sa mémoire. Et si Monsieur Duval ne la croyait pas? Il appellerait la sécurité. On la jetterait dehors. Sa mère serait congédiée. Elle serait à la rue. Tout ça pour une histoire de garçon dans un mur. Et Léo? Que adviendrait-il de Léo? Chloé ferma les yeux. Elle revit son bras maigre et moite dans le noir. Elle entendit sa déglutition rauque, désespérée. Elle a tout cloué. Si elle ne faisait rien, Léo mourrait. Seul, dans le noir, pendant que son père sabrait le champagne. L'équation était simple, et atroce. L'emploi de sa mère ou la vie de Léo. C'est être mort de trouille et faire le bon choix malgré tout. La voix de Papy Pierre résonna, si nette. Comme s'il était là, à côté d'elle. Chloé ouvrit les yeux. La peur était toujours là, un roc froid et pesant au fond de son ventre. Mais la colère aussi. Une colère brûlante, plus grande que la peur. Elle sortit du couloir. Le vacarme l'assaillit comme une onde de choc. L'orchestre jouait un air rapide et entraînant. Des centaines de personnes parlaient, riaient, s'interpellaient par-dessus la musique. Le bruit des verres et des couverts formait une pluie cristalline et ininterrompue. Les sens de Chloé étaient en alerte. L'air était saturé de parfums, d'effluves de viande rôtie et de vin. La lumière éclatait de partout. Des lustres, des robes pailletées, des diamants au cou des femmes. C'était sublime et c'était obscène. C'était la célébration d'une femme qui avait enterré un enfant. Elle chercha du regard la table d'honneur. Sur une estrade, au fond de la salle. Une cour royale. Il était là, Monsieur Jean-Luc Duval. Il riait, le bras nonchalamment posé sur le dossier du siège de Sandrine. Chloé se mit en mouvement. Elle longea les murs, comme sa mère le lui avait enseigné. Être invisible. Une petite souris grise dans une jungle de fauves étincelants. Personne ne la remarqua.
Elle croisa des serveurs au plateau d'argent. L'un d'eux, un grand homme nommé Nicolas, l'avisa. « Dis donc, la petite, tu ne devrais pas être là, siffla-t-il en la saisissant par l'épaule. « Où est ta mère ? » Je dois. Balbutia Chloé en tentant de se libérer. Tu vas attirer de gros ennuis à Valérie. Allez, retourne aux cuisines. Il entreprit de la guider vers la porte de service. Non. Cria Chloé. Un cri faible, mais chargé de désespoir. Elle pivota vivement et s'échappa. Et lança-t-il, mais il ne pouvait abandonner son poste. Chloé courut. Elle était à découvert, au milieu de la salle. Une femme vêtue d'une opulente robe rouge à plumes recula sans la voir. Son talon pointu atterrit sur la chaussure de Chloé. Aïe! Chloé tomba à genoux. Mon Dieu! S'exclama la femme, la regardant comme on regarde une ordure. Mais à qui est cet enfant? C'est affreux. Elle ne lui tendit pas la main. Elle retourna à sa conversation. Chloé se releva péniblement. Son genou la lançait. Elle continua. Elle avait traversé la moitié de la salle. Elle voyait la table d'honneur distinctement. Elle vit Monsieur Dubois, l'intendant du domaine. Grand, maigre, le visage ridé comme une pomme. C'est lui qui payait sa mère. Lui qui pouvait la renvoyer sur le champ. Monsieur Dubois la vit. Ses yeux se plissèrent. Il se dirigea vers elle, tel un prédateur fendant les os. Chloé céda à la panique. Le temps pressait. Elle fit un écart, se faufilant entre deux hommes débattants de golf. Elle fonça droit sur l'estrade. Elle y était presque. Plus que quelques mètres. Une main s'abattit sur son bras. Pas un serveur. Pas Monsieur Dubois. La prise était une étau. Les doigts s'enfoncèrent dans sa chair, juste au-dessus du coude. Chloé leva la tête. C'était Sandrine. La mariée l'avait repérée. Elle s'était levée de table si vite et si silencieusement que personne ne s'en était aperçu. Elle se dressait devant Chloé, lui bloquant l'accès à Monsieur Duval. Son sourire était intact. Les invités ne voyaient qu'une sublime mariée se penchant vers une enfant. Mais Chloé vit son regard. Ce n'était pas un regard. C'étaient des flammes bleues. Toi, chuchota Sandrine. Sa voix était un grondement sourd, vibrant. Le son d'une haine pure, abyssale. Espèce de sotte petite fille. Ses doigts se resserrèrent. Chloé grimaça de douleur. Je t'avais averti, souffla Sandrine, le visage à quelques centimètres du sien. Son parfum de jasmin et de vin était étouffant. Je t'avais dit ce qui arriverait. Et voilà. Tu viens de tout faire perdre à ta mère. Lâchez-moi, se débattit Chloé, mais la poigne était inflexible. Tu vas faire demi-tour, ordonna Sandrine, la voix d'un calme de mort. Tu vas retourner aux cuisines. Tu iras chercher ta mère, et vous quitterez cette propriété toutes les deux. Si tu dis un seul mot, un seul son, j'appelle la police et je leur dis que tu as tenté de voler. Compris? Chloé regarda au-delà de la robe scintillante. Elle voyait Monsieur Duval. Il les observait, un léger sourire perplexe aux lèvres. Il croyait que sa nouvelle femme se montrait aimable avec l'enfant d'une employée. Il leva son verre vers elle. Sandrine le vit. Son sourire s'accentua. De son autre main, elle caressa la tête de Chloé, un geste d'une moquerie atroce. Adorable petite, dit-elle, assez fort pour que son époux puisse admirer sa bonté. Puis ses yeux revinrent à Chloé. Va-t'en. Sur le champ. C'était l'instant de vérité. Chloé pouvait obéir, sauver l'emploi de sa mère, et condamner Léo, ou elle pouvait faire ce qui était juste. Chloé pensa à ses jointures en sang. Au grattement désespéré. À la voix faible et sèche. S'il vous plaît. De l'eau. Elle regarda la femme, belle et monstrueuse, qui la retenait. Cette femme qui embrassait son mari après avoir laissé son fils pourrir dans un mur. La colère, enfin, explosa. Plus brûlante que sa peur. Plus brûlante que sa douleur. Il est dans le mur, dit Chloé. Sa voix était basse, mais ferme.
Le sourire de Sandrine vacilla. Que as-tu dit? Il est dans le mur, répéta Chloé, plus fort. Elle cessa de résister. Elle se tint droite et la fixa dans les yeux. Léo. Je l'ai entendu. Je lui ai donné de l'eau. C'est vous qui l'avez enfermé. Une fraction de seconde, le masque se brisa. Chloé vit la vraie Sandrine. La panique à l'état pur. Ses yeux bleus s'agrandirent de stupeur et de fureur. Sa prise sur le bras de Chloé se relâcha, un bref instant. Ce fut suffisant. Chloé prit appui et hurla. Pas un cri d'enfant. Un cri primal, perçant, de terreur et de rage mêlée, qui déchira la musique, les rires, le tintement des verres. Non. Lâchez-moi. Vous me faites mal. Elle se dégagea de l'emprise de Sandrine, stupéfaite. La salle de bal entière se figea dans le silence. L'orchestre s'interrompit, un violon s'éteignant dans un couinement. 200 invités, Monsieur Dubois, tout le personnel, se retournèrent. Ils la dévisageaient. Chloé se tenait dans ce silence soudain, abyssal. Haletante, le bras endolori. Elle pointa un doigt tremblant, non vers Sandrine, mais vers l'homme toujours assis à la table d'honneur, son verre suspendu en l'air. Monsieur Duval, cria-t-elle, la voix éraillée. C'est elle qui l'a enfermé. Elle a enfermé Léo dans le mur. Un silence pesant, écrasant, tomba sur la salle. 200 bouches bées. 200 paires d'yeux rivés sur la petite fille de 9 ans et sa robe simple, seule sur le parquet lustré. Chloé tremblait, mais elle ne baissa pas le bras. Elle continua de désigner Monsieur Duval. Monsieur Jean-Luc Duval, lentement, très lentement, reposa son verre. Son visage exprimait une profonde confusion. Pardon? Que as-tu dit, mon enfant? Demanda-t-il. Sa voix n'était pas coléreuse, juste perplexe. À ses côtés, Sandrine partit d'un rire aigu et cristallin. Un son terrible, fragile. Jean-Luc, mon amour, je suis navrée, dit-elle en se rapprochant de la table. Elle posa une main sur son bras. C'est absolument consternant. C'est la fille de Valérie, la fille de la domestique. Elle a été ingérable toute la soirée. Elle est visiblement épuisée et confuse. Elle adressa un regard affligé aux invités. Je vous prie de bien vouloir excuser cette interruption. Monsieur Dubois, pourriez-vous régler ce problème? Monsieur Dubois, le visage blême et furieux, s'avança vers Chloé. Viens avec moi, tout de suite. Non. Cria Chloé. Elle l'évita, les yeux toujours fixés sur Monsieur Duval. Elle ment. Léo est dans le mur. Dans le couloir sombre. Il est vivant. C'est absurde, dit Sandrine, la voix plus forte, tranchante d'indignation. Jean-Luc, cet enfant ment. Léo est en Suisse. Nous avons les factures de l'école. Il a été difficile. Tu le sais. Il a sans doute payé cette petite pour dire ça et gâcher notre mariage. Je ne mens pas. Hurla Chloé, la voix à vif. Une nouvelle vague de panique, atroce, la submergea. Il ne la croyait pas. Il la prenait pour une folle. Chloé. Oh, mon Dieu, Chloé. Une autre voix fendit l'attention. Sa mère. Valérie déboula de la porte de service, le visage blanc de terreur, un torchon à la main. Elle se précipita sur Chloé et l'enlaça. Monsieur Duval, Madame Duval, je suis sincèrement désolé. Je ne sais pas ce qui lui prend. Elle est malade, balbutia Valérie, des larmes de peur et de honte perlant à ses yeux. Nous partons. Nous partons immédiatement. Je suis si désolé. Valérie tenta d'entraîner Chloé vers les cuisines. Tu nous as anéantis, Chloé, chuchota-t-elle, la voix brisée. Que as-tu fait? Non, maman. Tu ne comprends pas. Chloé se débattit. Il va mourir. Elle va le tuer. Assez. Hurla Sandrine. Le masque d'élégance s'était évaporé. Son visage était une grimace de rage. Sécurité. Emmenez-moi cette folle et sa mère incompétente hors de ma propriété. Un instant.
Un seul mot, qui figea tout le monde. Monsieur Duval se leva. Il était grand, et l'équilibre des forces dans la salle bascula instantanément. Il ne souriait plus. Il n'était plus perplexe. Il avait, pour la première fois, l'aura du grand industriel qui régnait sur un empire. Il regarda sa nouvelle femme. Il regarda la domestique terrifiée. Puis il regarda Chloé. Petite, dit-il, la voix basse mais portant dans la salle silencieuse. Mon fils est à l'autre bout du continent. Ce que tu dis est une accusation d'une gravité extrême. Pourquoi devrais-je te croire? Le cœur de Chloé battait la chamade. C'était sa seule et unique chance. Elle cessa de lutter contre sa mère. Elle s'avança. Pour ça, dit-elle. Elle tendit la main droite. Sous la lumière crue de la salle de bal, tous purent voir. Ses jointures étaient à vif, ensanglantées. De la poussière de plâtre et de la saleté grise s'étaient logées sous ses ongles et dans les lignes de sa main. Je me suis fait ça, dit Chloé, la voix claire et assurée, en retirant le panneau du mur. Le panneau qui le cachait. Monsieur Duval dévisagea sa main. Et pour ça, ajouta Chloé. Elle fouilla dans sa poche. Ses doigts tremblants en sortirent les 2 pailles en plastique, encore humides, et la bouteille d'eau presque vide qu'elle avait dissimulée. Je lui ai donné de l'eau. Il avait tellement soif. Il a dit qu'il était là depuis des jours. Il a utilisé un clou pour gratter le trou que j'ai trouvé. Un murmure parcourut l'assemblée. Ce n'était plus une accusation en l'air. C'étaient des preuves matérielles. Le visage de Sandrine devint cireux. C'est un stratagème. C'est une actrice. Jean-Luc, ne sois pas naïf. C'est du chantage. Elles veulent de l'argent, dit-elle. Chloé reprit son souffle. Elle m'a dit que vous ne me croiriez pas. Elle a dit que j'aurais des problèmes. Elle a dit qu'elle ferait renvoyer ma mère si je parlais. Elle t'a menacé? La voix de Monsieur Duval était devenue dangereusement sourde. Oui. Dans le couloir, juste avant de me saisir le bras. Chloé désigna la marque sur son bras où les doigts de Sandrine s'étaient imprimés. Une rougeur commençait à apparaître. Monsieur Duval regarda son épouse. Ses yeux étaient exorbités, son regard celui d'un animal aux abois. Et je sais pourquoi elle a fait ça, enchaîna Chloé, les mots se bousculant. C'est Léo qui me l'a dit. Il l'a vu dans le jardin, près du pavillon de la piscine. Il l'a vu embrasser Stéphane, le pisciniste. Le hoquet de surprise de la foule fut plus fort, cette fois. Stéphane, le jeune et séduisant pisciniste, était une figure connue du domaine. Il a dit, poursuivit Chloé, la voix ferme, qu'il les avait entendus. Il l'a entendu dire qu'après le mariage, il serait riche et qu'il l'enverrait très loin, pour toujours. Il lui a dit qu'il vous le dirait. C'est laquelle l'a attrapé. Mensonge. Tout n'est que mensonge. Des mensonges abjects. Cria Sandrine. Elle se jeta, non sur Chloé, mais sur son mari. Jean-Luc, mon amour, tu ne peux pas croire ça. C'est du venin. C'est la dernière tentative de ce garçon pour nous détruire. Il est en Suisse, je te le jure. Appelle l'école. Entendu, dit Monsieur Duval. Il regarda sa femme, le regard froid, indéchiffrable. C'est ce que nous allons faire. Il se tourna vers Monsieur Dubois. Dubois, mon téléphone. Appelez l'école en Suisse. Tout de suite. Mettez le haut-parleur. Monsieur. Bredouilla Monsieur Dubois. Il est au milieu de la nuit à Gstad. Peu importe s'il est au milieu de la nuit sur le soleil. Appelez-les. Ayez le directeur en ligne. Je le paie suffisamment pour qu'il décroche. Monsieur Dubois sortit son téléphone, les mains fébriles. Et en attendant, dit Monsieur Duval, le regard tourné vers le couloir sombre indiqué par Chloé. Nous allons tous nous promener. Il se retourna vers sa jeune épouse. Son visage était un masque de beauté et de terreur absolue. Tu viens avec moi, ma chère, dit-il. Sans la moindre chaleur. Et toi, dit-il à Chloé. Montre-moi. Il se mit en marche. La réception était finie.
Monsieur Duval traversa la salle. Chloé, toujours agrippée par sa mère tremblante, marchait à ses côtés. Sandrine, le visage marmoréen, dut les suivre. Derrière eux, une procession silencieuse et abasourdie d'invités se forma. Ils parvinrent au couloir sombre et privé. Les portraits d'hommes sévères et les marines tourmentées les observaient. « C'est là, » dit Chloé, la voix de nouveau fluette. Elle montra le mur, près du tableau de la forêt sombre. « C'est là, derrière le panneau. » Monsieur Duval examina le mur. De loin, il semblait intact, mais de près, sous des centaines de regards, le défaut était visible. Le léger contour, le papier peint qui n'était pas parfaitement lisse. « Jean-Luc, c'est de la démence, » chuchota Sandrine. « Tu ruines notre mariage pour une domestique. » Monsieur Duval l'ignora. Il s'avança et posa la main sur le panneau désigné par Chloé. Il poussa. La plaque de plâtre mal fixée céda vers l'intérieur. Elle tomba dans l'obscurité avec un bruit mat. Un souffle d'air vicié et de poussière s'en échappa. Un cri d'horreur s'éleva de la foule. Monsieur Duval s'agenouilla. Un grand industriel en smoking, à genoux dans un couloir poussiéreux. Il se pencha pour regarder dans l'ouverture noire et étroite. « Léo » appela-t-il. Sa voix était éraillée. « Mon fils, tu es là ?» Une seconde de silence, longue et terrible. Puis, des ténèbres, une voix s'éleva. Pas une voix d'enfant. Le croassement sec et cassé d'un animal. « Papa. » Monsieur Duval suffoqua. Un son, entre le sanglot et le rugissement, jaillit de sa gorge. « Il est là. Mon Dieu, il est là » hurla-t-il. Il plongea le bras dans le trou, comme Chloé. « Je le sens. Il est vivant. Sortez-le. Sortez-le immédiatement. » Tous les regards convergèrent vers Sandrine. Elle ne bougea pas. Elle ne dit rien. Elle se tenait là, sa robe blanche telle un linceul. Le visage vide. Elle avait perdu. Léo a dit, intervint Chloé, sa voix claire dans le silence horrifié, qu'elle a tout cloué. De l'autre côté, par sa chambre. Monsieur Duval se redressa. Son visage était effrayant. Violacé de rage, baigné de larmes. « Dubois !» rugit-il. Un pied de biche. Une hache. N'importe quoi. Enfoncez la porte de sa chambre. Tout de suite. Tout de suite. Monsieur Dubois obtempéra sans discuter. C'était un employé fidèle, mais aussi un père. Son visage était un masque de détermination sombre. « Nicolas, Marc, avec moi. Prenez la hache d'incendie dans le placard, » cria-t-il à deux agents de sécurité baraqués qui faisaient office de voituriers. Le cortège nuptial se rua en avant. La bienséance avait volé en éclats. Le faste et le glamour s'étaient dissipés, remplacés par une énergie brute, populaire. Ils quittèrent la salle de bal. Une vague de smoking et de robes de soie, à la suite de Monsieur Duval qui courait plus qu'il ne marchait, manquant de trébucher, vers le grand escalier. Chloé et sa mère furent emportées dans le flot. Valérie serrait la main de Chloé à la broyer. La colère avait fait place à un vide sidéré. Ses yeux étaient grands ouverts, absents. Une passagère emportée par le courant de l'horreur. Ils gravirent l'escalier de marbre en une cohue assourdissante. Le bruit de 200 paires de souliers de luxe claquant comme une avalanche. Une seule personne resta immobile. Sandrine. Elle demeura à l'entrée du couloir sombre, statue de marbre blanc. Sa robe de mariée hors de prix gisait à ses pieds. Les invités, pressés d'assister à l'horreur, s'écartaient d'elle, comme si elle était pestiférée. Elle fixait le vide là où son mari s'était trouvé. Son masque d'indignation était tombé. Son masque de beauté était tombé. Il ne restait rien qu'un vide froid, glacial. Elle avait tout joué, et en une seconde, une fillette de 9 ans aux mains sales de plâtre lui avait tout ravi. Monsieur Duval la vit s'immobiliser. Il marqua une pause en haut de l'escalier et la regarda d'en haut. « Marc !» cria-t-il, sa voix résonnant dans l'immense hall. « Restez avec ma femme. Ne la quittez pas d'une semelle. Attendez la police. » Marc, l'agent de sécurité, acquiesça gravement.
Il se posta à 3 mètres de Sandrine, les bras croisés. La mariée était désormais prisonnière de son propre mariage. Monsieur Duval se retourna et courut dans le couloir de l'étage. Ils arrivèrent à la chambre de Léo. La porte, en chêne massif, avait une poignée de laiton reluisante. Verrouillée, comme Léo l'avait dit. « Écartez-vous » cria Monsieur Dubois. Lui et Nicolas brandirent la lourde hache rouge et argent. La lame s'enfonça dans le bois, à côté de la serrure. Une femme hurla. Le bois craqua. Le son était d'une violence inouïe, déchirant le luxe feutré de la demeure. Crac. La serrure vola en éclats. Monsieur Dubois défonça la porte d'un coup de pied. Elle s'ouvrit brutalement, heurtant le mur. Monsieur Duval se précipita à l'intérieur. Il ne vit même pas la chambre. Il fonça droit vers le dressing. C'était un grand dressing, garni de petits costumes de luxe et de rangées de chaussures miniatures. Monsieur Duval balaya les vêtements, les arrachant des penderies. Léo. Léo. Et il le vit. Au fond du dressing, là où un mur plein aurait dû se trouver, il y avait une plaque de plâtre, brute, non peinte. 6 longues vis argentées la maintenaient en place, directement dans les montants. Un travail grossier, bâclé. Le travail de quelqu'un de fort et de pressé. Une perceuse. Beugla Monsieur Duval. Il y en a une dans mon bureau. Allez. Pas le temps, monsieur, dit Nicolas. Il tenait toujours la hache. Protégez-vous le visage. Il abattit la hache de côté. La partie plate, le marteau, frappa le centre de la plaque. Un trou se forma. Une odeur épouvantable de renfermé s'en dégagea. Une odeur de tombeau. Monsieur Duval attaqua le trou à main nue, arrachant des morceaux de plâtre. Son smoking se déchira. Ses doigts saignèrent. Il n'en avait cure. Les invités et le personnel s'agglutinaient à l'entrée, témoins silencieux et horrifiés. Chloé et sa mère se tenaient à l'arrière, Chloé juste assez grande pour voir par-dessus les épaules des adultes. Monsieur Duval arracha le dernier morceau de plâtre. Il se figea. Il ne faisait que regarder dans le noir. L'espace entre les montants ne dépassait pas 60 centimètres. Sombre, plein de toiles d'araignée, de vieille laine de verre et d'une épaisse couche de poussière. Au fond, roulé en boule, se trouvait Léo. En pyjama, celui à petite fusée bleue. Un pyjama immonde, cartonné de sueur séchée et de plâtre. Il était d'une pâleur cadavérique. Sa peau était grise. Ses lèvres, bleues et fendillées. Il était couvert d'une fine poussière blanche qui lui donnait l'aspect d'une petite statue. Ses yeux étaient ouverts, mais vides. Il fixait la lumière sans la voir. Un son parcourut la foule. Un sanglot collectif. Plusieurs femmes se détournèrent, le visage dans les mains. Monsieur Duval émit un grognement sourd, animal. Le bruit d'un cœur qui se brise. Il tomba à genoux. « Léo » murmura-t-il. « Oh, mon Dieu, mon fils, qu'est-ce qu'elle t'a fait ?» Il passa la main dans le mur, ses grandes mains puissantes secouées d'un tremblement incontrôlable. Il toucha, avec une infinie douceur, l'épaule du garçon. À son contact, les paupières de l'enfant papillonnèrent. Son regard trouva celui de son père. « Je savais que tu viendrais » chuchota Léo. Sa voix n'était qu'un râle. Elle disait que tu étais de son côté. Je lui ai dit. Je lui ai dit que tu viendrais. Je suis là, suffoqua Monsieur Duval, des larmes dévalant son visage, creusant des sillons dans la poussière de plâtre qui le couvrait. Je suis là, mon fils. Je te tiens. Je te tiens. Il glissa ses bras sous le corps inerte de l'enfant. Il était d'une légèreté effrayante. Monsieur Duval extirpa son fils du mur, de la tombe que sa nouvelle femme lui avait creusée. Il le serra contre lui, le berçant, le visage enfoui dans ses cheveux sales et emmêlés. « Je suis si désolé, Léo » pleura-t-il, la voix étouffée. « Si désolé. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. » Chloé observait. Une tristesse froide et profonde l'envahit. C'était un sauvetage, mais sans le goût de la victoire. Tout n'était que désolation. Sa mère, Valérie, expira enfin le souffle qu'elle retenait. Ce fut un sanglot. Elle serra Chloé contre elle,
son bras comme un étau. « Oh, Chloé » murmura-t-elle, la voix tremblante d'une compréhension nouvelle et totale. « Oh, ma courageuse, ma si courageuse petite fille, qu'as-tu fait? Tu l'as sauvée. » La peur de perdre son travail avait disparu. Il ne restait que l'admiration et l'effroi d'une mère. « Appelez un médecin. » Rugit Monsieur Duval, se relevant, son fils dans les bras. « Appelez une ambulance, tout de suite. » Il se retourna et fendit la foule médusée. Il ne regarda personne, obsédé par une seule chose, son fils. Il quitta la chambre, descendit le couloir, et retourna vers le grand escalier. Il avançait avec une terrible détermination. Il se dirigea droit sur Sandrine. Elle était toujours là, sous la garde de l'agent. Elle leva les yeux vers lui, le visage pâle, mais défiant. Monsieur Duval s'arrêta une marche au-dessus d'elle. Il lui présenta son fils. Léo était à peine conscient, sa tête reposant sur l'épaule de son père. « Regarde-le » ordonna Monsieur Duval. Sa voix n'était pas forte. Elle était morte. Froide comme l'espace entre les murs. « Regarde-le » Les yeux de Sandrine croisèrent le visage cireux du garçon. Elle tressaillit, un mouvement infime, involontaire. Elle tenta de détourner le regard. « J'ai dit, regarde-le » tonna Monsieur Duval, la puissance de sa voix la faisant reculer. Elle se força à regarder l'enfant. « Voilà ton œuvre, dit-il, la voix tremblante d'une rage si profonde qu'elle en était presque inaudible. Voilà ton œuvre. Le jour de notre mariage. » Sandrine ne répondit pas. Ses lèvres formaient une ligne fine et blanche. « Le mariage est annulé, dit Monsieur Duval. Tout est annulé. » Il se tourna vers l'agent de sécurité. « Marc, appelez la police municipale. Dites-leur d'envoyer toutes leurs voitures. Dites-leur. Dites-leur qu'il s'agit d'une tentative d'homicide. » Il lui tourna le dos. Sans un autre regard. Il serra son fils contre lui et descendit les escaliers, bousculant les invités horrifiés, réclamant de l'eau, des couvertures, son médecin. Il passa devant Chloé et Valérie, blottis près de l'entrée du couloir. Il s'arrêta une seconde. Ses yeux, ravagés par les larmes et la fureur, rencontrèrent ceux de Chloé. Il regarda la petite fille de 9 ans. Sa natte blonde. Sa main ensanglantée et sale, toujours tenue par sa mère. Il ne dit pas merci. Le mot était trop faible pour son acte. Il la regarda, et dans ses yeux, elle lut toute l'histoire. La culpabilité, la gratitude, la souffrance. Il lui fit un unique et bref signe de tête. Un signe de soldat. Un signe de reconnaissance. Un signe qui disait « Je te vois ». Puis il s'éloigna, portant son fils vers la porte d'entrée alors que la première sirène se faisait entendre au loin. Chloé, sa mère, et les 200 invités restèrent là, dans les décombres de la fête, le son d'une hache flottant dans le silence. Les sirènes passèrent d'un écho lointain à un cri strident. Des gyrophares rouges et bleus balayaient les hautes fenêtres de la salle de bal, projetant des couleurs de panique sur les murs de marbre. Les invités ne bougeaient pas. Figés. Spectateurs d'un drame pour lequel ils n'avaient pas de billets. Chloé et sa mère se tenaient près du grand escalier. Le bras de Valérie protégeait toujours Chloé, comme si le raz-de-marée menaçait encore. Valérie fixait le vide laissé par Monsieur Duval, son esprit peinant à assimiler les 10 dernières minutes. 2 policiers entrèrent les premiers. Des hommes imposants, leurs uniformes bleus et leurs ceinturons contrastant brutalement avec les soies et les velours de la soirée. « Qui a appelé ?» demanda l'un d'eux, la main sur sa radio. Monsieur Dubois s'avança, le visage cireux. « Moi-même, sur ordre de Monsieur Duval. »« Là. La suspecte est là. » Il désigna Sandrine. Les policiers s'approchèrent. Elle était toujours au pied de l'escalier. Ce n'était plus une belle mariée. Juste une femme dans une robe hors de prix. Elle paraissait fragile. « Madame, » commença le premier policier, « nous avons quelques questions à vous poser. » Sandrine le regarda, muette. Le visage aussi blanc et vide que sa robe. « Madame, nous enquêtons sur une tentative d'enlèvement et d'homicide, » dit le policier, la voix mal assurée, comme s'il n'en croyait pas lui-même les mots qu'il prononçait en ce lieu. « C'est le pisciniste, » dit Sandrine.
Sa voix était monocorde, sans vie. C'est Stéphane. Il détestait le garçon. C'est lui. Je ne savais rien. Un dernier mensonge pathétique. Madame, reprit le policier, le ton durci. Les mensonges, il connaissait. Une de nos patrouilles est en train d'interpeller monsieur Stéphane Leroy au portail. Il tentait de fuir, et il se montre très coopératif. Il nous donne une version des faits très différente. Le dernier espoir de Sandrine s'éteignit. Ses épaules s'affaissèrent. Sandrine Dubois, dit le policier en sortant des menottes. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'homicide sur mineur, enlèvement et association de malfaiteurs. Il la fit pivoter. Ses gestes étaient professionnels, impersonnels. La robe ne l'intéressait pas. Dans le silence du hall immense, un son sec retentit. Le clic des menottes se refermant sur ses poignets, dans son dos. La mariée en robe de diamant était arrêtée. En route vers la sortie, les policiers la firent passer devant Chloé et Valérie. Sandrine s'arrêta. Elle fixa Chloé. Ses yeux, auparavant vides, brûlaient d'un feu sombre et froid. Un regard de haine pure, abyssal. Un regard qui disait, j'étais une reine, et toi? Toi, une souris, tu as causé ma chute. Chloé ne recula pas. Elle ne pleura pas. Elle serra la main de sa mère et soutint son regard. Elle tint bon, jusqu'à ce que le policier l'entraîne dehors, vers les lumières clignotantes. La fête était terminée. Les invités commencèrent à s'écouler, un troupeau silencieux et hébété. Ils sortirent, le visage pâle. Ils auraient une histoire à raconter jusqu'à la fin de leur jour. Finalement, le calme revint dans la maison. Il ne restait que Chloé et Valérie, monsieur Dubois, et quelques employés qui déambulaient, ramassant des verres, sans savoir que faire. La cuisine était silencieuse. Valérie, dit monsieur Dubois, la voilasse. Monsieur Duval est à l'hôpital. Il a demandé que vous et votre fille attendiez. Il souhaite vous parler. Attendre? La voix de Valérie n'était qu'un souffle. Ici. Asseyez-vous dans la cuisine, dit-il, avec bonté. Je vais vous faire préparer un thé. Elles s'assirent dans l'immense cuisine en inox. L'odeur de crevettes avait laissé place à une légère odeur d'eau de javel. Il était près de 4 heures du matin. Avec un linge humide, Valérie nettoyait doucement, en silence, le sang séché et la poussière de plâtre sur les jointures de Chloé. Chloé grimaça, mais ne bougea pas. « Ça va, maman ?» demanda Chloé. Valérie s'interrompit. Une larme unique roula sur sa joue et s'écrasa sur la table en métal. « Il a dit que tu étais courageuse, Chloé. »« J'avais peur, » chuchota Chloé. « Je sais, » dit Valérie, essuyant sa larme du revers de la main. « C'est pour ça que je sais que tu as été courageuse. » Elles restèrent assises en silence 1 heure de plus. Alors que le ciel passait du noir à un gris pâle et contusionné, monsieur Duval entra dans la cuisine. Il n'était plus le même homme. Il avait troqué son smoking déchiré pour un simple pull gris et un pantalon de toile. Ses yeux étaient rouges et bouffis. Il semblait avoir vieilli de 20 ans. L'air d'un homme revenu des profondeurs d'un océan glacé. Il s'arrêta en les voyant à la table du personnel. Il s'approcha et tira un tabouret en métal, de ceux des cuisiniers. Il s'assit avec elle. Un instant, il contempla ses mains. « Il s'en sortira, » dit monsieur Duval. Sa voix était rauque. Valérie laissa échapper un soupir de soulagement. Il souffre de déshydratation sévère, de malnutrition. Il s'est cassé 2 doigts en grattant le trou. Il marqua une pause, la voix étranglée. Le médecin a dit. 1 jour de plus. C'est tout ce qui lui restait. Peut-être moins. Il leva les yeux vers Chloé. Il a demandé à te voir, dit monsieur Duval. Léo. Il a demandé, où est la fille? La fille qui m'a donné à boire. Je lui ai dit que tu étais en sécurité. Chloé acquiesça simplement. Monsieur Duval peinait à trouver ses mots. Lui qui dirigeait des conseils d'administration, achetait et vendait des sociétés, ne savait que dire.
Je suis un idiot, dit-il, la voix basse. Un idiot aveugle et arrogant. J'ai vu ce qu'elle voulait que je voie. J'ai cru ce qu'elle m'a raconté. Et mon fils. Mon fils en payait le prix. Il était juste là, au-dessus de ma tête. Et moi. Je portais un toast. Il se passa la main sur le visage, un geste d'épuisement total. Votre mère m'a dit, dit-il à Chloé, qu'on l'avait menacé de perdre son emploi. Qu'on vous avait menacé. Elle a dit qu'elle renverrait maman, dit Chloé doucement. Qu'elle s'arrangerait pour qu'elle ne retrouve jamais de travail. Monsieur Duval hocha lentement la tête. Il sortit un chéquier de sa poche. Valérie, dit-il, vous êtes la femme la plus admirable que j'ai jamais employée, et vous n'aurez plus jamais à travailler pour qui que ce soit. Il remplit un chèque, d'une écriture nerveuse. Il le fit glisser sur la table. Valérie le regarda. Ses yeux s'agrandirent. Elle posa vivement la main dessus, comme pour éteindre une flamme. Monsieur, je ne peux pas. Ce n'est pas un cadeau, dit Monsieur Duval. C'est une dette. Le plus infime acompte sur une dette que je ne pourrai jamais, jamais honorer pour la vie de mon fils. Il regarda Chloé. Et toi? Tu iras dans l'école de ton choix, l'université de ton choix, où que ce soit dans le monde. Je m'occuperai de tout. De tout. Pour le reste de ta vie. Je veux que tu aies les opportunités que tu mérites. Il se leva. Il était toujours un grand industriel, mais il n'était aussi qu'un père. Un père qui avait failli tout perdre. Je dois retourner à l'hôpital. Léo me demande. Il s'arrêta sur le seuil de la cuisine. Votre grand-père, dit-il en regardant Chloé. C'est un ancien combattant. Chloé acquiesça. Il vous a bien élevé, dit Monsieur Duval. Il vous a appris à voir ce que les autres ignorent. Ce doit être un homme bon. Il l'est, dit Chloé. Monsieur Duval hocha la tête. Puis il disparut. Chloé et Valérie restèrent dans la grande cuisine vide. Le soleil se levait. La lumière était douce, grise. Valérie pleurait en silence, la tête dans ses mains. Le chèque était froissé dans son poing. Chloé regarda sa propre main. Sa mère avait mis un petit pansement blanc sur ses jointures. C'était propre et net. Elle pensa à la grande fête bruyante. Aux gens magnifiques dans leurs vêtements de luxe. Ils riaient et parlaient, mais ils n'avaient rien entendu. Ils n'avaient pas vu les recoins sombres. Mais elle, si. Elle n'était que la fille de la femme de chambre. Censée être invisible, mais elle avait entendu le cri dans le mur. Papy Pierre avait raison. La bravoure, ce n'était pas d'être fort, ou bruyant, ou important. C'était d'avoir peur, et de le faire quand même. C'était de tendre l'oreille pour entendre ceux qui sont trop silencieux pour qu'on les écoute. Et c'était de ne jamais, jamais détourner le regard. Et c'est sur cette pensée que nous quittons l'histoire de Chloé et Léo. Chaque fois que je vous raconte une de ces histoires, j'espère qu'elle vous permet de vous échapper du tumulte quotidien, et simplement d'écouter. Peut-être est-ce un rappel que la vraie bravoure naît souvent de notre capacité à percevoir les murmures que les autres, trop occupés, n'entendent pas. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous faisiez pendant l'écoute. Peut-être dégustiez-vous une tasse de thé, ou étiez-vous au volant, ou profitiez-vous simplement d'un instant de quiétude. Laissez-moi un message dans les commentaires. Je les lis tous, vraiment. Et si vous souhaitez que nos chemins se recroisent, un j'aime et un abonnement font toute la différence. Nous cherchons constamment à améliorer nos récits, alors n'hésitez pas à partager vos impressions dans la section des commentaires. Merci d'avoir passé ce temps en ma compagnie.